amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast 100% FC Metz. Très heureux de vous retrouver pour lancer cette troisième saison du Talk. Alors, vous avez vu, nouveau générique, nouveau micro, nouveau design. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité. Alors, on va s'atteler à vous offrir des débats et des analyses de qualité tout au long de cette saison du FC Metz. Et j'en profite pour accueillir mes deux premiers chroniqueurs de l'été, à commencer par le néo-parisien, journaliste dans un très célèbre quotidien sportif, Valentin Lachaud. Salut Valentin. Salut Gérald, bonjour Arthur, j'espère que vous allez bien. Très très heureux de commencer cette nouvelle saison du Talk. Je pense que on aura des choses un peu moins joyeuses à dire cette saison, mais ça restera tout de même intéressant, donc j'ai hâte. J'imagine que tu n'as pas pris de vacances encore. Eh non, les vacances c'était avant, donc maintenant Ouais. c'est finito là. On J'ai est connu, j'ai connu direct. Valentin, il était en vacances du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Et maintenant, il en prend plus, quoi. Comme quoi les temps ont changé, quoi. Et oui, Et avec on toi, grandit tous. donc l'ami Hebdo est avec nous. Lui, il est en vacances toute l'année, hein. Vous savez, on aime, quand on vit de ce qu'on aime, hein, on ne travaille jamais finalement. Vous l'avez reconnu, Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. C'est marrant que tu le dises. Je suis en vacances pour 2 semaines. En Ah, congé. On va Aïe, aïe, un aïe. petit peu prendre du recul, mais avec toujours un œil sur l'actualité, parce que plus que quelques jours, et encore, ça a commencé hier avec ce match amical à Offenheim. Plus que quelques jours avant que notre morale dépende de 11 footballeurs messins qui jouent avec un ballon. alors je précise d'ailleurs que c'est toi, Arthur, qui présentera le prochain numéro, puisque je serai moi-même au soleil dans le sud de la France. Voilà. Bon, les amis, hein, comme tu l'as dit, ça y est, la saison va commencer. Le retour de la Ligue 1, des soirées d'angoisse, des 30% de possession de balles. Donc après le bonheur de la Ligue 2, de la montée, on connaît la chanson hein, maintenant. Alors le FC Metz va devoir lutter pour son maintien avec les moyens qui sont les siens. Alors messieurs, on va faire un point sur la préparation qui s'est achevée donc ce samedi avec la défaite 8-0 face à Offenheim. Alors personnellement, j'ai pas vu le match, donc vous allez certainement nous en parler. On va bien sûr évoquer le mercato et faire un point sur l'effectif avant la première journée, dans quelques jours face à Strasbourg. Puis on tentera de répondre à la question fatidique et désormais célèbre. Le FC Metz est-il paré pour la Ligue 1 et peut-il espérer mieux qu'un maintien sur le fil? Valentin, à toi l'honneur. 3 victoires contre Mondorf, le Red Star contre 3. 2 défaites et demie contre Lens, Thionville et puis cette déculottée face à Offenheim. Le bilan est légèrement positif, hein, je mets des gros guillemets, même si on a coutume de dire que les matchs amicaux de pré-saison ne sont pas vraiment révélateurs. Comment est-ce que tu as trouvé nos grenats depuis quelques semaines? Bah, ça avait pourtant bien commencé, une victoire assez courte, 1-0 face à Mondorf, ce qui était un premier match de pré-saison. C'était évident que les mécanismes n'allaient pas être rodés dès la première rencontre, mais voilà, il y avait cette victoire, il y avait la volonté de bien faire. Ça avait plutôt bien commencé. Derrière, on en met 4, je crois, si je dis pas de bêtises, au Red Star à Frescati, ce qui était une plutôt bonne performance parce que le Red Star avait 4 matchs dans les pattes, alors que nous, c'était que notre deuxième rencontre. Donc voilà, il y avait des schémas de jeu intéressants. Et derrière, on se confronte directement au RC Lens. Donc j'y étais à Avion et c'est vrai que c'était un premier test face à ce que j'appelle maintenant presque un cadre de Ligue 1, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet de jeu de Lens, pour avoir vu encore leur match hier, est assez solide. Donc voilà, c'était un premier test pour le FC Metz, face à une équipe qui était déjà un peu plus rodée, étant donné qu'ils avaient une semaine de prépa en plus. Donc évidemment, on a vu une différence un peu d'impact physique. Les Lensois étaient bien plus rodés techniquement, mais voilà, je l'ai dit, ils avaient une semaine de plus, c'était normal. Néanmoins, ce premier test nous a montré que le SMS n'y était pas encore dans l'animation, que ce soit l'animation défensive, que ce soit l'animation offensive qui était quand même assez stéréotypée. On avait de nouveau du mal à repasser par nos milieux et c'était quand même assez compliqué. On s'est dit, bon, voilà, c'était un premier test à un autre club de Ligue 1. Le FCMS sait ce qu'il doit travailler pour la reprise. Il reste un certain nombre de semaines, c'est une préparation, c'est normal. Et derrière arrive ce que je perçois un peu comme une défaite quand même face à Thionville, parce que s'il n'y avait pas eu cette mi-temps en plus, ça aurait été quand même très compliqué et le visage affiché a été bien plus mauvais.
On se relance ensuite face à 3, 1-0, petite victoire. Et là arrive le drame hier. Et là, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que on a eu ouais, quelques petites minutes intéressantes en commençant et derrière, on prenait des buts. Enfin, Metz prenait des buts à chaque action en fait des Allemands. Et c'était très, très compliqué. Je trouve qu'on a manqué de tout. On a manqué de percussion, on a manqué de liant dans l'entrejeu. Il y avait très peu de passes qui passaient par les milieux de terrain. Donc, une certaine absence s'est fait sentir hier. Stéphane Le Mignon a sans doute voulu faire une compo qui se rapprochera de celle qui évoluera face à Strasbourg. Mais voilà, Prometteur. la, la défense, c'était très compliqué. Il n'y avait pas trop d'entente. Beaucoup de déplacements étaient faits en retard. Euh, c'est dur de retenir des choses du match d'hier, tant c'était catastrophique. Il y a eu malgré tout quelques circuits de passe intéressants sur le côté droit entre VDK et Traoré, qui débouchaient parfois sur des centres et des actions intéressantes. Mais voilà, on en vient à se satisfaire de deux, trois mouvements de passe, tellement le match était pas bon, quoi. Donc moi, ça m'inquiète un peu avant Strasbourg, parce que j'ai regardé du coup un petit peu hier le match de Strasbourg face à Mayence. Eux sortaient d'un gros bloc physique, donc ils étaient beaucoup plus émoussés apparemment. Mais malgré tout, ça faisait circuler le ballon beaucoup plus vite que nous, ça passait par le milieu de terrain et ça faisait tout ce que nous, on faisait pas. Donc ça m'inquiète un peu par rapport à la semaine prochaine, même si bon, j'ose espérer que cette déculottée à Hoffenheim servira de déclic, tant pour le système de jeu que pour l'attitude sur le terrain. Et de toute façon, il faudra voir samedi prochain. Sur même question, est-ce que pour toi la tendance elle est positive avant d'affronter Strasbourg malgré cette déculottée? Forcément, toujours positive, hein, Gérard. Non, franchement, j'essaie de remonter la boîte à souvenirs. J'ai pas souvenir d'une prépa aussi compliquée. Alors, c'est sûr que on pourrait dire que ça nous manque, hein, les matchs contre Serein, contre des Détroits allemands, contre des équipes Mais c'est luxembourgeoises. ça, voilà, c'est ça C'est aussi la sûr que différence. ça On a permet monté le curseur un peu. ça permet Ouais, de se voilà, mettre ouais. en confiance. Mais souvenez-vous, l'an passé, le dernier match de préparation, c'est souvent celui qui est le plus révélateur. On est sur une défaite 3-0 du FC Metz face au Torino. De mémoire, c'était ça, hein. Mais il y avait quand même des choses bien plus intéressantes avec une équipe de niveau Ligue 2. Là, le premier test de cette prépa, comme l'a souligné Valentin, c'était face au RC Lens. Et déjà là, on était en milieu, début de préparation. Donc, il y avait pas forcément lieu de s'inquiéter à ce moment-là de la prépa. Il y a cette défaite à Lens qui a montré toutes les lacunes que le FCMS pouvait avoir face à des équipes comme Lens qui font partie de la première partie du classement. Et on voit très clairement qu'il y a une classe d'écart entre le FCMS et ces équipes-là. La suite face à Thionville nous a pas forcément plus rassurés. Face à l'Estac non plus, où Jonathan Fischer a été beaucoup mis à contribution. Et hier, face à Offenheim, le pauvre Jonathan Fischer, il est allé chercher son ballon dans les filets quasiment à chaque tir. Alors il n'a pas fait un arrêt. Ça peut arriver de pas être dedans, mais quand on voit les espaces laissés par la défense, c'est quand même assez catastrophique. On avait l'impression de voir des enfants jouer contre des adultes qui, dès qu'ils accéléraient un peu, ben c'était terminé et ça faisait but, pardon. Donc assez inquiet par cette défense. Le système qu'on jugeait peut-être intéressant sur le tout début du match, avec notamment le VDK positionné en piston. Mais on se rend compte qu'il y a pas son pendant à gauche. Ça aurait pu être Mathieu Hudol, mais mettre le Géorgien Tsatsvili dans ce système-là, alors que c'est plutôt un ailier droit qui un peu comme Gauthier, hein, quand il joue sur le côté, qui serait capable de rentrer sur son pied, c'est pas forcément lui rendre service dans ce système-là qu'on a vu face à Offenheim.
c'est quand même il y a quand même plusieurs joueurs qui sont pas forcément à leur aise. J'ai pas compris pourquoi Sabali était justement dans cette position de d'attaquant et des droits. Pareil pour Ibou Sané qui, pour moi, il y a quand même des joueurs qui sont autrement plus qualitatifs que lui pour occuper un rôle important sur le front de l'attaque. Jean-Philippe Gbamin n'a pas forcément l'air au meilleur de sa forme, mais encore une fois, ça reste des matchs de préparation. Mais ce qu'on a vu pour le moment, c'est assez inquiétant, pour ne pas dire alarmant. Cette équipe n'est pas prête du tout. C'est l'impression qu'on en a. Elle n'est pas prête pour la Ligue 1. On a même l'impression qu'elle a régressé par rapport à la saison dernière. Attention, ça reste que des matchs de prépa. Toulouse aussi a pris des volets. Ça veut pas dire que Toulouse terminera dernier de Ligue 1 ou avant-dernier, mais va falloir se réveiller d'urgence. Je pense que Stéphane Le Mignon, il va se gratter la tête pendant une semaine pour aligner une composition cohérente face au Racing Club de Strasbourg. Et je ne pense pas que ce système un petit peu en 3-4-3 soit le bon pour commencer la saison, même si pour le moment on n'a pas d'arrière gauche du côté du FC Metz. Ouais, Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression il adapte un peu son schéma aux joueurs qu'il a. Mais souviens-toi, l'année Mhm. dernière, enfin, souvenez-vous, messieurs, l'année dernière aussi, il commence la saison, il veut, avec son idée, démarrer avec trois défenseurs et des pistons, et ça ne marche pas non plus. Donc là, j'ai l'impression il va devoir peut-être revoir sa copie et puis changer, hein, non? Et ouais, puis, ouais. peut-être pour rebondir sur ce que disait Arthur, moi, ce qui m'a beaucoup inquiété hier, c'est que, comme tu le disais, on était sur un match de fin de prépa. C'est techniquement le moment où ton ascension, elle est terminée par rapport à la prépa, tu es censé être en forme. Mais hier, j'ai vu un différentiel d'intensité entre Offenheim et Metz qui était terrible. Alors que Bah, c'était tu le t'en prends match. quatre en un quart d'heure, à mon avis, toi, tu prends un coup au Et moral. Oui. au-delà de ça, Alors que après les les Allemands quatre. reprennent plus tard, hein. Ouais. Alors que les quatre qu'on prend, il y a quand même tout un match derrière. Et après, sur chaque action, en deux, trois passes, ils arrivaient à se retrouver quasiment proche de notre Hmm. surface. Et c'était terrible. Alors que c'était censé être le match qui te rapproche le plus de l'intensité du niveau Ligue 1. J'ai pas vu un collectif hier prêt à reprendre le championnat dans une semaine. Et voilà, comme disait Arthur, j'ai peur qu'on soit pas au niveau tout de suite. Alors justement, avant de parler pardon, du collectif, on va, si vous voulez bien, ouvrir le dossier du mercato. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. On a vu, bien entendu, le départ du capitaine Mathieu Hudol. C'est un peu le crève-cœur de l'été, même si on s'y était préparé. Alors justement, Valentin, pour le moment, comment tu trouves, toi, le mercato de Frédéric Arpinon? Je sais que la question, elle est un peu piège, mais qu'est-ce que tu en penses, globalement? Pour le moment, le mercato, je trouve, bon, on a eu beaucoup de départs de cadres, entre guillemets, qu'on n'a pas remplacé à mon sens pour le moment. Enfin, on a vu partir Mathieu Hudol, on a vu partir Traoré aussi, on a vu partir Oukidja. Alors même s'il jouait moins sur la fin, c'était quand même des leaders dans le vestiaire. Mathieu Hudol, on en parlait, on n'a toujours pas trouvé son remplaçant pour le moment. On voit, il y a eu beaucoup d'arrivées, dont certaines définitivement, comme par exemple le Deminguet, où on a levé l'option d'achat, je les compte pas vraiment. Mais pour moi, ça vient pas compenser les départs, d'autant plus quand derrière tu ambitionnes de jouer en Ligue 1. Je trouve qu'il y a les deux Géorgiens, par exemple, si ça marche, ça peut être des super recrues. Mais pour le moment, c'est peut-être un peu juste, dans le sens où je trouve qu'on manque un peu d'expérience dans ce collectif. Je pense qu'il nous faudrait encore au moins trois recrues. Hmm. Peut-être au milieu, je pense que ça peut aller, mais il nous faudrait. Bah, justement, on fera ligne à ligne après. On Voilà, moi, je fera voulais avoir peut-être après. ton sentiment global. Je Arthur, le trouve pardon. audacieux, en fait. Pardon, ouais, je le trouve audacieux, ce mercato. C'est pas mal de petits transferts par-ci par-là qui peuvent réussir. Mais, euh, mais il manque encore un peu de monde, je pense. Autant Arthur, on a quand même la sensation que depuis deux mercatos, et avec des moyens bien en deçà de ses prédécesseurs, Frédéric Arpinon a quand même repris les rênes de la direction sportive avec brio, non? Ben, en tout cas, il ne se tourne pas vers des profils qui sont soumis par la main de Lucien Donofrio. Ça change par rapport à avant. Mais c'est pour ça on a vu des louanges du roi Harpinon, roi du recrutement Premier. sur les réseaux sociaux. Mais il faut rester Culture mesuré parce que culture de l'instant.
C'est ça, il faut rester mesuré. C'est comme essayer d'analyser la préparation du FC Metz. On vient d'en prendre une bonne, mais il faut essayer de rester mesuré tout en montrant ce qui ne va pas et en quoi on peut être inquiet. Il faut savoir que Frédéric Arpinon, ce qu'il arrive à faire, ça tient quasiment du miracle, mais on connaît pas forcément le vrai niveau de ces recrues-là, à part peut-être Tsatsouili qui a des références en D2 espagnol, ce qui est pas mal du tout. Je pense que c'est un joueur qui, on en parlera après dans le bilan ligne par ligne, je pense que c'est un joueur qui va avoir de l'impact au SMS, mais le reste de ces recrues, ce sont des paris. Même Bouba Traoré qui revient, c'est un pari car il a été blessé la saison dernière. Il doit rentrer 20 millions de bénéfices tout en améliorant pardon, qualitativement et en qualité et en quantité, ce sera plus facile comme ça, son équipe pour la Ligue 1. Impossible, on est Donc d'accord. c'est Techniquement, quasiment ça, mission voilà. impossible. Donc dans le lot des recrues, il y en a certaines qui vont moins bien marcher, d'autres qui vont marcher. Mais le bilan du mercato, si on doit le tirer au début du mois d'août, c'est ça. C'est un directeur sportif qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a à disposition. Il n'est pas résigné pour autant. Hein, il l'a dit dans ses discours. Voilà, la donne est claire. Le président me donne tel budget et je me débrouille avec. C'est mon rôle de directeur sportif d'essayer de trouver des joueurs et de renforcer l'équipe. Et après, ce sera le rôle de l'entraîneur d'acclimater ces joueurs à l'équipe là. Mais avant de faire le détail, ce sont des joueurs qui pourraient potentiellement rentrer dans le projet de jeu du FC Metz. Donc c'est difficile à dire si le mercato est positif ou négatif pour le moment. On aura la réponse quelques mois plus tard, comme à chaque fois. Là, ce serait jouer les oracles. Ah, messieurs, Et pardon, vas-y, je t'en prie, peut-être Valentin. peut-être pour rebondir, on est que le 10 août finalement. Là, on est forcément inquiet parce que la saison reprend la semaine prochaine. Mais voilà, c'est peut-être bien finalement que cette défaite face à Offenheim arrive à ce moment-là parce que derrière, il reste 20 jours pour faire des ajustements. Ouais, alors justement, Et j'allais y venir. bon, Les ajustements, il reste plus beaucoup de temps pour les faire, justement. Alors, on va faire un point sur les 4 secteurs, gardien, défense, milieu, attaque. Alors, on commence bien sûr par le poste de gardien avec l'arrivée du jeune et prometteur Jonathan Fischer, qui était arrivé un petit peu comme un Messi, hein, tout souriant, tout ça, et qui malheureusement vient de s'en prendre 8. Valentin, c'est une trouvaille intéressante, ce jeune gardien danois. Qu'est-ce qu'on peut en dire? qu'est-ce qu'on peut en dire déjà qu'il a un parcours, comme dirait un certain monsieur F, il a un parcours atypique dans le foot. C'est pour moi, c'est une bonne pioche. Visiblement, C'est à Paris. c'est un pari, c'est un pari. D'ailleurs, ce pari a rebondi en Ligue 2. Je l'ai vu hier marqué. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mais voilà, visiblement, ils ont été convaincus par son profil et ils ont mis le prix. Pour moi, fallait absolument mettre le prix sur un gardien. C'est dommage d'avoir laissé partir Baudard, mais bon, on ne refera pas l'histoire. Visiblement, ils sont vraiment séduits par les prestations de Fischer. Moi, j'attends de voir. Évidemment, hier, on peut pas. Ok, il a fait deux, trois erreurs hier sur son match, mais on peut pas juger un gardien sur un match comme ça, parce que franchement, c'était horrible. Ça devait être horrible mentalement. Donc, j'attends de voir sur le long terme. Derrière, Papsi sera là au cas où, si jamais il y a des petits soucis. Et puis, il reste cette interrogation au poste de troisième gardien. Est-ce que ce sera Ousmane Ba? Je ne sais pas. Voilà, c'est un petit détail qui conviendra de régler avant la fin du mercato. Mais pour le moment, en tout cas dans l'attitude et dans ce qui m'a été présenté de Fischer, dans ce que j'ai pu voir sur les réseaux ou quoi, après c'est compliqué de juger un joueur sur des highlights. Mais pour le moment, j'aime beaucoup le profil. J'espère que ça se confirmera. Alors, Arthur partirait sur Fischer en un, Papsi en 2 et vraisemblablement Ousmane Ba de retour en numéro 3. Est-ce que c'est cohérent d'après toi? Ou bien est-ce qu'on peut dire clairement qu'on repart moins bien armé qu'en Ligue 2 où on avait Baudard en un ou Kidja en 2 et Papsi en 3? Papsi était le numéro 2 en Ligue 2. Il a pris la place d'Alexandre Kidja et sur ce qu'il a montré en fin de saison, notamment les barrages, je n'aurais pas confiance en 34 matchs de Papsi en Ligue 1 parce que il y a une certaine inexpérience à ce niveau.
Mais je pense que déjà ce sera une bonne doublure. C'est un gardien sur qui on peut compter. Il sera capable de faire le job. Ben, Et des matchs comme ça, t'as pas l'impression que Papsi finira numéro un, tu vois? bon, bah, on va pas tirer des conclusions sur un match, d'autant que face à un adversaire plus abordable, peut-être le niveau actuel du FC Metz, le Jonathan Fischer s'est montré assez performant. Je pense qu'à l'instant T, forcément, sur la photo au mois d'août, on peut se dire que Arnaud Baudard présentait plus de garanties. C'est pas pour rien qu'il est allé le chercher. En plus, Lucas Chevalier est parti, donc je sais pas s'il va être numéro un Lille ou si Il Lille jouera va numéro 2. Il il jouera va numéro 2, recruter, voilà. J'allais le quoi qu'il dire, Lille arrive. va peut-être recruter un gardien. Donc voilà. Mais Jonathan Fischer, c'est là qu'on prend la considération économique. C'est aussi un choix économique. Si tu investis autant sur un jeune gardien avec ces caractéristiques-là, c'est que tu as potentiellement une revente derrière. Mais sur son style de jeu, avec des arrêts un peu spectaculaires sur sa ligne, il a un bon pied gauche, il pourra participer dans le jeu prôné par Stéphane Le Millian. Je pense que ça va être un bon fit, d'autant que sur son caractère, il est peut-être plus solaire que Arnaud Bodard parce qu'on avait un doute au club sur sa capacité à rester positif dans une saison où tu es amené à perdre plus de matchs que tu n'en gagnes. Voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles Fischer, je pense, va s'épanouir au FC Metz. En tout cas, je lui souhaite. Et pour la question du troisième gardien, si c'est Ousmane Ba, ça reste un jeune gardien aussi. Hein. Il est pas vieux du tout. Et si c'est un joueur qui reste avec les pros et qui va aussi donner des coups de main en réserve pour aider l'équipe, aider les jeunes à se développer, aider les jeunes gardiens à se développer. Je pense il sera bien dans son rôle. En tout cas, pour la question des gardiens, on a réussi à la régler avec cette arrivée de Jonathan Fischer. Reste à savoir maintenant si il va être performant et s'il va pas être trop abandonné par une défense Hmm. qui pose un petit peu plus problème. On espère qu'il va rester solaire quand les bas du front vont commencer à le siffler au bout de deux défaites à Saint-Symphorien. Enfin bref. Alors, en défense, c'est sans doute le dossier le plus compliqué avec le départ de Mathieu Hudol, d'Ismaël Traoré également. Concrètement, Valentin, on a ce poste de latéral gauche qui doit être pourvu parce qu'un joueur plus expérimenté que le jeune Lawson, c'est indispensable. Et en défense centrale, pour le moment, ça ressemble un peu d'expérimentation, avec notamment le replacement de Joseph Ndukidi, les performances inquiétantes de Jean-Philippe Gébamin, c'est comme ça qu'on dit, Arthur, apparemment. Je crois, ouais. Valentin, quand même, ce- cette défense, elle inquiète Ouais, quand même. ouais, bah, je m'étais déjà fait la réflexion contre Lens. Bon, c'était les premiers matchs de Gbamin, mais il était en retard dans les placements et en fait, tous les dangers sont passés à son niveau, quoi. Enfin, à chaque fois qu'il y avait des incursions lensoises, c'était à son niveau. C'était assez compliqué. Il y a eu, bon, hier, c'est compliqué de juger, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'avoir repositionné en défense centrale. Mais bon, visiblement, il a été recruté pour ça, donc je pense pas que ça changera. Pourtant, Valentin, Euh, il sort de 6 bons mois à ce poste ouais, à Zurich. Ça a toujours été un milieu de terrain, mais il a été reculé là parce que c'était compliqué aussi avec le FC Nantes lors de son dernier passage en Ligue 1 la saison dernière. Semble-t-il, ce serait et ce qui peut être mm, terrifiant mm, si mm. on en juge à ses performances de pré-saison, ce serait semble-t-il le poste où il serait plus efficace à l'instant T et à ce moment-là de sa carrière. En tout cas, c'est quand même très compliqué. Derrière, c'est vrai que Ndukiti est très intéressant à ce poste. Le Mignan semble vraiment convaincu de son potentiel à ce niveau-là. Ils l'ont prolongé pour ça aussi, pour être un défenseur central. Donc je pense que le changement de poste est axé, mais c'est vrai qu'après, sur le flanc droit, ça peut aller, mais à gauche, ça manque. On n'a toujours pas remplacé Mathieu Hudol. Et ce serait mettre beaucoup de pression sur les épaules de Lawson aussi que de lui dire, voilà, on attend de toi les mêmes performances que Mathieu Hudol. Non, il est beaucoup plus jeune. Donc voilà, quand je disais qu'il manquait peut-être quelques recrues, je parlais peut-être de ce poste aussi De défense centrale, enfin de latéral voilà, gauche, ouais. voilà, c'est ça, de piston aussi. Donc
pas convaincu pour la défense pour le moment. Ça me paraît un peu juste pour de la Ligue 1. Il y a toujours Kofi Kouao qui est le soldat, qui est toujours présent. Mais voilà. À part ça, Michel Mboula tient la baraque aussi quand il faut. Mais c'est vrai il a été mis à mal sur ce que j'ai vu par les erreurs de Gebama. Donc, ouais, il faudrait recruter en défense également. Arthur, Ah, le seul selon toi, défenseur central, ouais. ouais, alors Oui, Gérald? justement, Arthur, tu penses qu'on va partir sur quel type de schéma? On en parlait tout à l'heure avec ces joueurs en place, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un départ de Sadibou Sané en plus, hein. Ce qui serait Ben, hmm, catastrophique, hein. pour l'heure, je pense pas que Sadibou Boussane va quitter le FC Metz, étant donné les rumeurs qu'on entend sur Idrissa Gueye. S'il part pour 15 millions ou plus, le déficit structurel est comblé avec Et on les fait une 5 petite millions. plus-value qui nous permet peut-être de recruter, mais ça va. Ben, on a recruté Jonathan Fischer déjà. Enfin, ça dépend s'il part à 15 ou 20, Ouais. Idrissa Gueye. Ça dépendra de ce que Ouais, les mais Anglais, probablement West il part Ham, sans être remplacé, mais ça, on va y revenir après. on va y revenir après, Mais pour le schéma, effectivement. alors. J'ai malheureusement l'impression que on va partir sur cette défense à 3, au moins sur les premiers matchs de la saison, parce que on n'a pas d'arrière gauche tout simplement, et je vais me projeter un peu plus haut que la défense. Pour moi, si on veut faire marcher ce schéma, on a Kwao ou Veleka à droite. Kwao peut-être dépanner à gauche, mais on a vu ce que ça donnait la saison dernière sur la pelouse du Stade Rennais. Je pense qu'on a entendu Dépêche Mode un peu trop de fois. La musique de but des Rennais. Le seul qui serait pour moi adepte de ce poste de piston gauche, ce serait Bokele dans sa capacité à répéter les efforts, parce qu'il a quand même une vraie caisse et une vraie endurance, une vraie pointe de vitesse aussi. C'est le seul qui serait intéressant dans ce rôle-là, parce qu'on a pu Mathieu Hudol et on a pu Papa Madou Diallo. Donc, moi, j'ai vu jouer le jeune Mbalak, c'est pas mal aussi. Ouais, mais ça reste jeune et tendre, il aura encore tout le loisir de se développer. Maintenant, dans cette défense à 3, la question que je me pose, c'est enfin, est-ce que Jean-Philippe Gbamin va retrouver son niveau? Je pense que c'est assez complexe et si c'est compliqué, on pourrait envisager la solution Benjamin Stambouli. Maintenant que le milieu de terrain est quand même assez fourni, on aura du Traoré, on aura du Deminguet, Hein, donc l'interrogation est totale. Michel Mboula, on a vu toutes ses limites en Ligue 2 la saison passée. Est-ce qu'en Ligue 1 il pourrait se mettre au niveau? C'est une grande interrogation. Le seul défenseur central sur qui on peut vraiment compter les yeux fermés, ce serait Sadibou Sané, et ça reste un jeune joueur. Donc au niveau de la défense, c'est encore un grand chantier pour Frédéric Arpinon. C'est ce poste de latéral gauche, parce que je pense pas qu'un central va arriver. C'est le rôle de Jean-Philippe Gébama. Laissons-lui sa chance et l'occasion de reprendre des automatismes et de retrouver un certain niveau parce il y a pas de raison que son expérience n'aide pas le FC Metz, même s'il n'est pas un titulaire absolu. Alors, sur le papier, maintenant, on va parler du milieu de terrain. Sur le papier, le milieu a été renforcé par l'arrivée de Boubacar Traoré, de retour après son transfert définitif à Wolverhampton, pardon, il y a 2 ans. Valentin, avec Traoré, Deminguet, Stambouli, Hein, quand il décroche, ce Mm. milieu de terrain, il est quand même séduisant pour la Ligue 1, non? Il est séduisant, il est expérimenté. Sur le papier, je pense que c'est la ligne qu'on peut verrouiller sans trop de soucis parce elle est intéressante. Il y a des joueurs qui ont fait leurs preuves l'an passé. Enfin, notre milieu de terrain, l'année dernière, c'était un milieu de terrain de niveau Ligue 1. En plus, on vient le renforcer par Bouba Traoré qui a quand même été plus exercé au joutes de la Première Ligue, qui a un championnat quand même très très physique. Après, voilà, il y a une interrogation sur son niveau de jeu parce que ça n'aura échappé à personne qu'il a passé une année très très compliquée. Mine de rien, on parlait tout à l'heure de système. Je trouve que hier, c'était dommage, quoi, parce que finalement, quand on regarde le système, on avait un énorme trou au milieu de terrain. Je pense pas que ce soit la solution, le 3-4-3, ce qui semblait être un 3-4-3 qu'on a aperçu hier. Justement parce que je pense qu'on a de quoi faire au milieu, on a des bons relayeurs. Et là, il n'y avait aucun lien entre tout ça. Évidemment, il y avait l'absence de Hein
qui sera pas là pour la première journée. Je pense qu'il y a mieux à faire en regardant les joueurs qu'on a là. On peut faire tellement mieux au milieu de terrain. Et j'étais déçu aussi pour ça hier. Voilà, je pense que c'est la ligne où, pour ce mercato, on est assez tranquille. Il faut renforcer la défense et l'attaque maintenant, quoi. Ouais, c'est une question de schéma, quoi. Arthur, toi, t'es convaincu par ce milieu de terrain? Convaincu Sur le sur papier, en le tout cas. papier, bien sûr, mais il faudra attendre de voir. Déjà, tant qu'on n'aura pas d'arrière gauche du côté du FC Metz, ce sera compliqué de voir ce milieu de terrain s'exprimer à son plein potentiel. Mais le retour de Bouba Traoré, alors lui, un autre joueur, mais c'est quand même un joueur supérieur qui connaît la première ligue, il s'est en plus étoffé physiquement. Ça va être la caution physique de ce milieu, parce que Jesse Deminguet et Benjamin Stambouli sont certes capables de mettre de l'impact, mais face à des profils encore plus athlétiques en Ligue 1, il fallait un mec qui puisse vraiment mettre des pains. D'autant que Traoré, ben, si on se souvient, ce n'est pas que ça, c'est aussi un joueur assez fin techniquement, un peu comme dans le registre de Pape Matar Sarr, hein, pour ceux qui n'ont pas eu trop la chance de se familiariser avec Boubacar Traoré. C'est pas anodin si à l'époque il avait été signé contre une bonne petite somme par les Wolves de Wolverhampton, mais ça va être un joueur très important et je pense qu'on aura un vrai triangle dans ce milieu de terrain. Gauthier sera positionné plus haut que ces personnes-là. Reste à savoir si ils vont jouer tous ensemble, mais ça ce sera selon le système. En tout cas, on a de quoi faire. Mais il faut pas oublier le petit Alpha Touré aussi, Mm, qui a mm. montré sur la fin de saison de Ligue 2, au-delà de son but décisif en barrage, que c'était un joueur qui pouvait prendre des minutes et progresser assez rapidement. Ben, mieux qu'un Joseph Ndukidi, qui au final a été replacé en défense centrale, ce qui correspond peut-être davantage à ses qualités pour le staff messin. Hmm. Alors, messieurs, enfin, on va attaquer l'autre gros dossier sur la table, hein, c'est l'attaque, évidemment. On a eu un retour de presse, celui de Malik Mbaye, qui était absent hier d'ailleurs. On a eu la signature pro du jeune Brian Madjo, l'arrivée des deux Géorgiens, hein, Titashvili et Abashvili. Valentin, cette attaque messine, elle a quand même perdu deux valeurs sûres, hein, entre guillemets sûres, mais bon voilà, valeurs quand même, avec les départs de Papa Amadou Diallo et Mm. d'Ablaye Jallo. Et très prochainement, Idrissa Gueye, qui devrait normalement partir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau de l'attaque, selon toi? Alors, pour Idrissa Gueye, pardon, j'ose espérer que, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais peut-être qu'il reviendrait en prêt, donc c'est une Ouais. possibilité. Bon, il faut toujours se méfier parce que quand les joueurs partent, c'est toujours très compliqué. Mais voilà, ça permettrait de pas trop déstabiliser le front de l'attaque. Parce que là, on en parlait tout à l'heure, les deux Géorgiens, c'est des joueurs d'un bon niveau, certes, mais voilà, la Ligue 1, c'est quand même un gap. J'ai peur qu'au début, on soit un peu juste par rapport à ces deux joueurs-là. Sabali, il a quand même pris en expérience depuis la dernière saison en Ligue 1. Mais je me souviens, c'était un peu juste aussi, dans le sens où des fois, il était peut-être un peu trop frêle physiquement, sur la dernière saison en Ligue 1, je dis du moins. Et donc, peut-être que ça ira mieux, mais effectivement, on a perdu beaucoup d'expérience devant. Et ça reste quand même des jeunes qui sont moins rompus à ce championnat. Et on a perdu de la cohérence aussi. Donc, on voit bien pour le moment que le système qu'on a essayé hier, les deux pistons n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir pour lancer devant. Ça, j'ose espérer qu'on va recruter devant pour apporter un peu plus d'expérience pour qu'on ait aussi. Sinon, il va y avoir un différentiel entre le milieu et l'attaque et j'ai peur que ça soit préjudiciable. Déjà que à chaque saison en Ligue 1, c'est très compliqué devant. Si en plus on a des joueurs qui marquent pas beaucoup, on pourra pas se le permettre parce que des occasions, on n'en aura pas 10 000 et celles qu'on aura, il faudra les mettre assez rapidement. Et finalement, c'est le même problème comme à chaque fois qu'on remonte en Ligue 1. Sauf que là, ça me fait un petit peu plus peur quand même. Arthur, le départ de Gay, s'il se concrétise, hein, il va se concrétiser, de toute façon, c'est quasiment sûr. Ça va laisser quand même pas beaucoup de temps au Grenat de compenser le départ. Il va falloir prier pour
pour que les recrues soient au niveau et rapidement, parce que ça va être difficile numériquement de trouver un neuf expérimenté avec les moyens qui sont les nôtres. Bah déjà, pour moi, ce qui me fait le plus peur au FC Metz, c'est pas l'attaque, c'est la défense. J'ai envie de dire, on a des profils, le recrutement a été fait, mais on a peut-être plus de comment dire, plus de profils justement que lors de la dernière saison de Ligue 1 où c'était quand même compliqué, on tirait souvent sur les mêmes joueurs. Mais concernant le potentiel départ de Gay, c'est la question d'un prêt. Je suis pas non plus friand de ce type d'option parce que on sait ce que ça avait donné avec Pape Matar Sarr justement lorsqu'il avait été transféré à Tottenham. Mais la réflexion que qu'on peut avoir aussi, c'est que si Idrissa Gueye ne reste pas au FC Metz sous cette forme, qui viendrait parce que les bons attaquants, les roublards expérimentés à la Ligue 1, ils ont déjà trouvé preneur et pas forcément en Ligue 1. Il y a les championnats étrangers, la Turquie notamment, il y a l'Arabie Saoudite aussi récemment qui En attire de plus. plus en plus de d'anciens joueurs de Ligue 1 avec des salaires autrement plus attractifs que le FCMS. Donc le vrai gros chantier, c'est cette question du numéro 9, mais à en croire les propos de Frédéric Arpinon, et j'ai bien envie de le croire parce que c'est pas quelqu'un qui fait les choses dans la panique. Il faut se préparer à ce départ d'Idrissa Gueye. Donc si on lit entre les lignes, c'est que si Idrissa Gueye part, on aura l'identité de son remplaçant, et peut-être que son remplaçant sera Idrissa Gueye lui-même s'il était amené à rester. Après, il n'est pas impossible qu'une opportunité se fasse, qu'un prêt se concrétise, qu'un joueur gratuit arrive, mais il va falloir être malin là-dessus. Le budget sera zéro ou presque sur ce type de joueur. Concernant les deux Géorgiens, je pense que le vrai pari des deux Géorgiens, c'est Abuashvili, c'est le plus jeune, Mm. celui qui a peut-être potentiellement beaucoup de progrès à faire avec un potentiel intéressant. Titsashvili, si on le met dans de bonnes dispositions, je pense qu'on pourra avoir un apport comparable à celui qu'avait Ablaye Jallow. Donc c'était pas forcément très régulier en termes de statistiques. Son défi, ça va être d'être plus régulier qu'Ablaye Jallow, mais je pense que dans les caractéristiques de joueur, ça va être un petit peu la même chose. J'attends de voir si Bokele va avoir beaucoup de minutes ou non en Ligue 1, mais même en sortant du banc ou en étant remplaçant, je pense que c'est un joueur qui va apporter. Et la grande différence avec la dernière saison de Ligue 1, c'est Sabaly. Parce qu'il y a 2 ans, Sabaly, ce n'était pas le même joueur depuis. C'est un joueur qui a mis 15 buts en Ligue 2, qui a été repositionné en 9. Alors, Stéphane Le Mignan a envie de le faire jouer plus sur un côté cette saison. Parce que on Parce aurait que les Idrissa défenses Gueye de Ligue 1, potentiellement. c'est pas les mêmes qu'en Ligue 2 non plus, hein. C'est ça, c'est plus costaud. Mais d'un côté, si tu as moins le ballon, on a vu sur des matchs de Ligue 2 contre le Paris FC, contre Lorient notamment, où on mettait Cech Sabali dans cette position de numéro 9, où il y avait de l'espace dans le dos des défenses et il pouvait en profiter. Mais le plan, je pense, de Stéphane Le Mignan, c'est de faire jouer Sabali sur un côté, mais s'il n'a pas son numéro 9, c'est pas exclu qu'on ait Sabali en pointe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faudra que s'il y a départ d'Idrissa Gueye et qu'il ne reste pas en prêt, il faudra réussir à le remplacer numériquement, si possible avec un joueur qui a du bagage en Ligue 1. Mais ça, on sait que c'est des profils qui sont compliqués et qui sont chers. Et enfin, il y a un jeune joueur, un jeune professionnel. On lui laissera tout le temps de s'aguerrir. C'est Brian Maggio. Il a pas eu la chance de jouer en réserve l'année dernière parce qu'il avait pas le droit. Il était trop jeune, même s'il est déjà international luxembourgeois. Donc, si c'est un joueur qui s'épanouit en réserve et qui découvre la Ligue 1 avec quelques apparitions, ce sera déjà très bien pour lui. C'est un joueur plein d'avenir. Il est déjà physique, il va encore bosser là-dessus pour bouger des adultes. J'ai bon espoir que ce jeune se développe bien au FC Metz. J'ai l'impression que Stéphane Le Mignan a l'intention de lui donner sa chance, hein, en Ligue 1. Pour En l'instant, en tout tout cas, cas, oui. il a fait toute la prépa, hein.
Bah, Stéphane Tout le Lemignan, match. il donne sa chance aux jeunes, hein. Plusieurs jeunes joueurs ont émergé. De toute façon, j'ai envie de dire, il y a pas le choix dans cet Il n'y a effectif pas le du choix. FCMS. Il faut que des jeunes joueurs émergent, comme Idrissa Gueye a émergé à l'hiver dernier, alors que là aussi, on pensait à juste titre qu'il y avait un problème de numéro 9. Mm. Alors, pour conclure, messieurs, on va quand même essayer de répondre à la question. On va se mouiller. Valentin, est-ce que le FCMS est paré pour la Ligue 1? Pour le moment, non. Pour le moment, ça me paraît vraiment, vraiment juste, comme je l'ai dit depuis le début de ce podcast. D'autant plus quand je vois le recrutement des deux autres promus. Bon, Paris FC, je le mets à part parce qu'ils ont quand même une armada Ouais. financière derrière eux. Ils sont quand même capables de lâcher beaucoup de millions, mais euh, ça s'annonce compliqué, quoi. Mm. Mais comme à chaque saison en Ligue 1, et peut-être qu'en décembre, on va avoir des motifs d'espoir et on va être super content parce qu'il y aura quelques éclairs de génie et qu'on sera pas loin de la place de barragiste. Je pense que ça va être un reboot permanent cette saison en Ligue 1. Ouais. Arthur, même question, Moi, c'est difficile de pas même être réponse. sceptique à l'égard de ce qu'on a vu pendant la préparation, surtout la fin de cette préparation avec des lacunes assez terribles, hein, même contre une Nationale 2, contre Thionville. Alors évidemment, on n'a rien contre l'US Thionville-Lusitanos, mais c'est pas du tout la même la même division ni le même niveau sur le papier, et pourtant. T'as deux doigts de perdre ce match. Si tu joues 90 minutes, tu perds ce match. Donc Mhm. c'est assez terrible. Et j'attends de voir si Stéphane Lemignan va trouver le schéma idoine pour mettre ses recrues dans les meilleures dispositions possibles et les intégrer à ce groupe. Alors il y a des profils intéressants techniquement. J'ose espérer qu'on va essayer un petit peu de jouer au foot, même si c'est compliqué pour le moment défensivement. Il faudra peut-être se rassurer. Le début de championnat, il est assez terrible, hein, avec l'enchaînement de Strasbourg, de Lyon, du Paris FC notamment, du Havre. Après, on aura quelques gros après ça, il me semble. Donc, va pas falloir traîner. Déjà sur le mois d'août, ça va être compliqué de prendre plus que 3 points. Et on sait que c'est dommage quand tu montes en Ligue 1. Normalement, tu as cette euphorie de la montée, mais cette préparation a cassé l'euphorie justement. Et même les discours un petit peu austères de la direction sur le mercato qui devait arriver, ça a un petit peu cassé tout ça. Avec le départ de Mathieu Hudol est sans doute beaucoup lié à cette absence de moyens, voire d'ambition sportive. Donc ça va être assez compliqué, il va falloir serrer les dents, je pense, comme chaque saison en Ligue 1. Bon, en tout cas, on sera Ouais. fixé très bientôt, hein, puisque le championnat reprend dimanche prochain à 17h15 à Saint-Symphorien, avec ce derby face à Strasbourg. Messieurs, le talk touche à sa fin, hein. Pensez à liker, à commenter, à partager, vous connaissez. Le prochain talk sera donc animé par Arthur, hein, comme je le disais, pendant que je serai à Castres à déguster du rosé pamplemousse, messieurs, au bord de la piscine. Mais promis, on se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Salut!